Bienvenue. Ouais, bienvenue à tout le monde. Alors, on va débuter. Donc, comment automatiser les outils d'éco-conception. Donc, un petit disclaimer, mais on ne sera pas vraiment sur le comment, en fait, mais on va parler d'automatisation. Donc, ouais, en thématique, on va démarrer sur des constats sur les outils. On va benchmarker également des outils en comparant par rapport à de l'analyse du cycle de vie. On va parler d'automatisation de ces outils de front. Et on va parler d'outils, de back-end, d'ops, d'autres outils, justement. Et après, un petit appel à contribution. Donc, on peut commencer par rappeler quelles sont les actions clés de l'éco-conception de services numériques. Donc, rappelons que c'est d'abord la fabrication des appareils des utilisateurs qui a de l'impact. Donc, première chose à faire, c'est de faire durer les appareils des utilisateurs. Ça veut dire être compatible, pas les faire ramer. Et ensuite, ça reste important, c'est souvent la première chose à laquelle on pense, ça reste important, utiliser moins de ressources informatiques pour avoir besoin de moins d'infrastructures. Et ça aussi, ça converge avec la première action, puisque si on fait quelque chose d'efficace côté front, on fait moins ramer. Alors, l'état du marché, j'ai fait, pour la mise à jour du livre que j'ai publié, tu peux avancer, ouais, que j'ai publié il y a 2 ans, et que la mise à jour sort en septembre, j'ai fait une étude sur les outils qui existent sur le marché, et j'en ai trouvé 70. Donc, je crois que c'est 69 dans mon fichier récap, un truc comme ça. Donc c'est un marché qui est bien encombré, il y a du choix. Il y a pas mal de choses qui existent, il y a beaucoup d'outils qui parlent de regarder un peu les impacts de votre produit. Donc c'est un peu un signe que cette fonctionnalité, avoir une idée de l'impact environnemental de votre produit, c'est un peu en train de devenir une commodité. C'est-à-dire que vous avez plein de produits, genre les consoles des fournisseurs de cloud, des trucs comme Sentry, OpenShift, Dynatrace, ServiceNow, Teams, même Outlook. Vous avez moyen d'avoir au moins une estimation de l'empreinte carbone de l'usage de ces trucs. Donc c'est de plus en plus une commodité. Voilà un peu un aperçu de mon tableau de récap. Il n'est même pas complet, là j'en ai rajouté 2-3 depuis. Donc bon, on ne va pas tous les faire, les 70, vous inquiétez pas, on va faire une petite sélection avec un petit peu de profondeur dans la description. Voilà un petit peu les captures d'écran. Comme je disais, c'est une commodité sur ces outils en question. Ces outils, ils ont des limites. Il y a une limite déjà qui est impossible à contourner pour personne, c'est qu'aucun outil ne mesure des impacts environnementaux, dans le sens où aucun outil va vous dire exactement c'est autant de kilos équivalent CO2 votre usage. Parce que aucun outil ne peut aller mesurer dans les centrales à charbon de votre électricité ou à l'usine de fabrication de l'appareil exactement combien il y a d'équivalents CO2 qui sont utilisés. Il y a toujours une modélisation quelque part, forcément. C'est pas possible autrement. Il y a aussi une limite qui est partagée, pas universelle, mais beaucoup partagée, c'est une focalisation sur les gaz à effet de serre au détriment de la consommation d'eau, de la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, de tous les autres facteurs d'impact environnementaux. Souvent, alors c'est parce que c'est plus facile d'avoir des données, on est d'accord, et aussi parce qu'en dehors de France et d'Europe, il y a le biais de se focaliser sur le dérèglement climatique et pas sur les autres crises environnementales. Souvent, il n'y a que les gaz à effet de serre. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment dommage. Vous avez vu, il y a plein d'outils, il y en a beaucoup qui se ressemblent, et beaucoup qui sont arrivés après l'existence de projets open source qui font à peu près pareil. Et donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis tout ce temps de développement et tous ces cerveaux sur les outils qui existent déjà et qui en auraient eu besoin. D'ailleurs, on verra que ces outils qui étaient là depuis longtemps, finalement, ils ne se débrouillent pas si mal. Donc voilà. Oui, donc un petit exemple en fait sur justement les pratiques commerciales qu'on a constatées. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et donc simplement une URL à auditer, une adresse mail qu'on renseigne, et ensuite on reçoit un résultat. Et simplement pour enregistrer notre adresse mail en tant que contact en fait, pour proposer de l'accompagnement, de la formation, etc. Voilà, comme le disait Raphaël, on aurait préféré en fait des contributions autour d'outils qui existent déjà. Alors, comme vous avez beaucoup d'outils, vous pouvez choisir lequel correspond mieux à votre besoin. Par exemple, si vous voulez sensibiliser à l'impact du numérique, il y a des outils qui permettent d'avoir rapidement un chiffre. Genre, vous collez une URL dans un formulaire et au bout de quelques secondes de moulinage, il vous donne des chiffres. C'est intéressant pour sensibiliser. Vous pouvez avoir, en plus de plein d'autres infos, une estimation de l'impact de votre activité, ce qu'on disait sur les extensions pour ServiceNow, pour les consoles cloud et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui existent pour les développeurs, on va en parler un peu plus après.
Vous pouvez un peu observer aussi ce que vous avez déployé. Et vous avez aussi des bibliothèques pour inclure dans votre produit du calcul de l'impact environnemental. Il y a par exemple le CO2.js dans le monde JavaScript web. Vous avez aussi beaucoup de choses en Python pour les gens qui font du machine learning, de l'intelligence artificielle. Et après, vous avez aussi tout ce qui est base de données et outils pour faire un bilan carbone global ou une ACV, une analyse du cycle de vie, de votre système en entier. Alors, dans le cadre d'une démarche d'éco-conception de services numériques, c'est super intéressant. Une des actions clés, c'est de consommer moins de ressources. Donc tous les outils, même s'ils ne parlent pas spécifiquement d'impact environnemental, qui permettent de consommer moins de ressources, sont intéressants. Donc tout ce qui est monitoring, profiling, recherche de fuite de mémoire, ce genre de choses, ça reste super intéressant à utiliser. Donc là, pour ceux qui font du Java, vous aurez sûrement reconnu Visual VM, par exemple. Donc c'est mon illustration classique pour ce point-là. Au niveau du front, vous avez les outils du développement du navigateur qui permettent de faire plein de choses. Vous avez l'onglet réseau, vous voyez le nombre de requêtes, la bande passante. Vous avez ici un onglet compatibilité qui vous permet de voir s'il y a des propriétés CSS pour lesquelles il y a un risque que ça fasse des choses, que ça ne marche pas bien sur un navigateur. Donc il vous donne par exemple là, filter sur IE11, peut-être que ça ne marche pas. Il faudra aller voir pour vérifier. Lighthouse, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet d'avoir des métriques de qualité web, de performance web intéressantes, les Web Vitals, et aussi d'avoir plein de suggestions d'amélioration sur vos pages web. Par exemple, faites attention, votre JavaScript, il n'est pas tout à fait bien parce qu'il y a telle ou telle chose qu'on peut améliorer. C'est hyper intéressant. Un outil qui est classique et qu'on va creuser un peu plus par la suite, c'est Greenlight Analysis. Donc c'est un outil, c'est une extension de navigateur open source que vous pouvez installer sur Chrome, sur Firefox, sur Edge, puisque les extensions Chrome marchent sur Edge, qui vous donne une note entre A et G, que vous voyez en haut, un éco-index sur 100 sur lequel est basée la note, et une estimation de l'impact environnemental de l'affichage de votre page en grammes équivalent CO2 et en centilitres. Et ça, c'est basé sur les 3 paramètres techniques qui sont en dessous. Donc, comment ça marche concrètement? Il prend 3 paramètres techniques, donc la taille de la page, en kilo-octets, le nombre d'éléments de la page, le nombre d'éléments du DOM, et le nombre de requêtes. Il applique la formule qui est au milieu. En gros, c'est pas très compliqué. Hein. Et donc ça donne la note sur 100, à partir de laquelle on a la note entre A et G. Et à partir de cette note sur 100, il y a une autre formule dans le code en dur qui vous donne l'estimation de l'impact environnemental. Alors, ça ne sort pas de rien, de tout, de nulle part. Ça vient d'une analyse du cycle de vie qui a été faite sur un site vraiment à une époque. Donc, sur laquelle ont été basées la correspondance, a été basée. Et donc voilà, vous avez cet outil qui vous donne une estimation en centilitres et en grammes équivalent CO2. Vous avez aussi CO2.js, qui est une librairie JavaScript, qui est utilisée par pas mal des outils qui sont dans les 70 et qui s'occupent du web. Et ce que fait cette librairie, c'est qu'elle prend un indicateur technique qui est la bande passante utilisée. Elle sépare nouveaux visiteurs et visiteurs qui reviennent pour gérer le cache. Et puis, on prend la bande passante fois un chiffre en dur et ça donne des kilos équivalents CO2. Et c'est tout. Donc, c'est très simple comme modèle. Et vous avez encore d'autres outils qui sont intéressants, comme Frugger et GreenFrame, qui sont au moins en partie payants, donc plus difficiles à étudier en globalité. Donc, Frugger, c'est une plateforme qui a été faite par Digital for Better, qui sont à Nantes, et qui permet de suivre plein d'indicateurs. Avec, vous pouvez lancer des commandes d'analyse et il y a un SAS qui permet d'avoir des graphiques et l'historisation de vos mesures. Et GreenFrame qui est basé sur Docker, qui est aussi un outil développé par Marmelab et qui permet de prendre des métriques. Alors maintenant, on va passer sur un benchmark en fait pour identifier les outils qui nous semblent les plus pertinents à automatiser. Donc pour ça, on a fait des mesures de comparaison, des comparaisons de mesures entre l'analyse de cycle de vie et 5 outils qu'on a identifiés dans la liste. 5 outils qui nous paraissaient en tout cas déjà les plus pertinents. Donc le périmètre d'analyse de benchmark, c'était des services numériques, 22 services numériques représentatifs de nos activités,
donc dans des ESN, du site e-commerce, du portail, des sites vitrines. Donc là, vous avez la liste, hein, ça monte à jusque 600 millions de visites annuelles pour le portail de service public, jusque 10 000 tout en bas. Donc vous avez les chiffres en fait à droite qui sont en gras correspondants et les thématiques. Comment on a audité? On a audité avec de l'analyse de cycle de vie et on a fait des raccourcis, on a simplifié pour éviter d'y passer 2, 3, 5 jours, 10 jours par service numérique. On a fait en fait un formulaire simplifié qui permettait d'aller vite en fait, et de poser très facilement les questions à des tech leads, à des ops, à des PO, pour obtenir rapidement des informations. Et derrière, on cachait une certaine complexité, du type on ne demandait pas le PE du data center, l'efficience énergétique du data center, on demandait quel était le data center, s'ils avaient l'information, sinon la localisation. Voilà, et on abstrayait. La calculette d'ACV, donc une fois qu'on a fait l'inventaire, on renseignait cette calculette d'ACV comportant les 25 questions et ça nous permettait d'obtenir des résultats sur 11 indicateurs et on en sélectionnait un. On regarde, là on va étudier essentiellement monocritères du carbone, mais en effet l'ACV initial permet de modéliser jusqu'à 11 indicateurs. Et donc, voici les résultats globaux. Donc là, on s'est dit, bon, il y a peut-être un petit problème avec Green Tracker, qui est souvent entre 15 et 100 grammes d'équivalent CO2 à la page. Donc là, c'est des résultats globaux sur les 22 services numériques. Et on a noté, en fait, sur les 5 outils, plus l'ACV, les valeurs. Et donc là, on voit qu'en jaune, Green Tracker dépasse fortement, en général, la mesure d'ACV qui, pour nous, est la mesure de référence. Donc, on a toujours Green Tracker. Là, on zoome sur quelques indicateurs, quelques services numériques où on voit Green Tracker qui dépasse. Et dans des cas les plus extrêmes, sur lesquels on a testé, eh bien, sur Yahoo, 100 pages, 100 mégaoctets pour la homepage, par exemple, considère que eh bien, ça représente à peu près 24 kg, selon son estimation, 24 kg d'équivalent CO2, soit environ 112 km de voiture. Il se base sur l'API de Electricity Map pour récupérer, en fait, en plus de la localisation du serveur, du réseau et du terminal, eh bien, le mix énergétique du moment. Donc, sur l'idée, sur le papier, c'est plutôt une bonne idée, sauf que là, ce qu'on voit, c'est que les mesures sont clairement surestimées. Donc, on va faire sans Green Tracker. Donc, on le met de côté, puis on va regarder nos 4 outils principaux, Green IT Analysis, Castor, Website Carbon, plus Frugger. Et on voit l'ensemble des mesures. Donc là, on voit qu'il y a des trous, et on voit qu'il y a surtout une courbe qui monte à partir de 100 000 utilisateurs. En dessous de 100 000 utilisateurs, la courbe bleue, clairement, décroche de complètement tous les autres outils de mesure. Donc ça, c'est un petit peu étrange. Donc on va analyser ça, en fait. On voit qu'au-delà de 100 000 utilisateurs par an, voilà, c'est à peu près constant, ça suit. Certains outils sont plutôt au-dessus, certains outils sont plutôt en dessous. Il y a des trous aussi, tout ça, on va analyser. Là, ce qu'on va regarder, c'est la distinction entre plus de 100 K et moins de 100 K, moins de 100 000 utilisateurs. Donc ce qu'on constate, c'est la valeur la plus haute, c'est notre service numérique de service public avec 580 millions de visites annuelles. Hop, on fait une petite analyse et on voit que tout ce qui est au-dessus, donc c'est le data center et le réseau en termes d'impact selon les 11 indicateurs, et tout ce qui est en dessous, ce sont les terminaux. Donc là, plus en détail, on a 0,1% d'impact gaz à effet de serre lié au data center, 7,2% sur le réseau, tout le reste, c'est les terminaux. Donc là, on voit qu'avec beaucoup de visites, les data centers ont au final assez peu d'impact, le réseau aussi, c'est principalement le terminal. À 100 000 visites, là on descend au seuil en fait, au seuil de bascule, et là on voit qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Beaucoup plus de couleurs, donc c'est assez réparti en fait, on voit que là on est plutôt aux alentours de 50-50 entre les data centers et réseaux au-dessus et les terminaux plus en bas. Donc là on a les détails, donc à 100 000 utilisateurs, 40% data center, 10% réseau et plus bas 50% sur les terminaux. Donc là on voit qu'on est vraiment à l'équilibre, 100 000 utilisateurs, ça dépend complètement du contexte, ça va dépendre complètement du service numérique, mais aux environs de 50 à 100 000 utilisateurs,
on est à peu près à ce niveau de seuil, en fait, où on est en point de bascule. Là, on descend au plus bas de ce qu'on a pu analyser, 10 000 visites annuelles. Et là, on voit qu'on a beaucoup de bleu foncé et on a beaucoup de jaune. Et là, tout le bleu ciel et le orange et le gris ont quasiment disparu. Voilà, donc là, on est terminaux, quasiment plus rien, et data center et réseau, tout le reste. Donc là, on est sur 95% data center, 0,1% sur le réseau, et seulement 4% terminaux. Donc voilà, notre analyse, en fait, c'est qu'au-dessus de 100 K, eh bien, l'impact est majoritairement lié aux terminaux, et en dessous, majoritairement lié à l'hébergement et également un petit peu au réseau. Donc ça décroche parce que forcément, si c'est les data centers qui impactent le plus, lors d'une visite, forcément, ça coûte un peu plus cher, ça émet plus à la visite près, parce qu'il y a le data center qui tourne tout le long de l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre de côté tout ce qui est moins de 100 K. Et on va regarder là où ça se déroule le mieux, donc au-dessus de 100 000 utilisateurs. Là, ce qu'on constate par contre, c'est qu'il y a des trous, donc il y a des valeurs pour Green IT Genesis, Castor, Website Carbon et Frugger en fonction des couleurs. Et on voit que le bleu représente au milieu l'analyse de cycle de vie. Donc il y a des valeurs un petit peu plus hautes, il y a des valeurs un petit peu plus basses par rapport à cette valeur de référence. Donc là, on s'est dit, bon, pourquoi des trous? On va regarder les résultats d'analyse. Est-ce que les réussites d'analyse sont toujours au top ou des fois, ça ne marche pas? Donc pourquoi il y a des trous? Parce qu'en fait, Green IT Genesis constate 100% de réussite. Castor, Frugger et Website Carbon, on a eu des petits soucis. Donc, défauts d'analyse, des erreurs, on a appelé le support pour Frugger, etc. Pas des choses méchantes, mais voilà, c'était un petit peu moins fiable, en fait, surtout pour Website Carbon, sur lequel on a 50% d'erreurs environ. Il se base sur CO2JS. Donc, on va mettre de côté Website Carbon et on va se focuser uniquement sur Green IT Genesis, Castor et Frugger, qui nous semblent en tout cas les plus pertinents en termes de fiabilité. Donc là, on a les couleurs à côté, Green IT Genesis qui est plutôt sur des valeurs hautes d'ACV, l'ACV au milieu, et ensuite plus bas, un peu plus bas du coup, Castor et Frugger, qui comportent toujours des trous. Donc là, on va se focuser sur uniquement les analyses réussies, et on va voir que voilà, Green IT Genesis sur des valeurs hautes d'ACV, et Castor ainsi que Frugger plutôt sur des valeurs souvent en dessous de l'ACV. Donc là, on va regarder du coup les valeurs moyennes, parce que c'est des outils de valeur moyenne en fait. Ils ont été basés et estimés, mis au point avec de l'analyse de cycle de vie, mais on voit qu'il y a des biais de mesure partout. En dessous de 100 K, ça marche un peu moins bien. Donc, identifier en valeur moyenne qu'est-ce qui est le plus proche de l'ACV. Et là, on voit que Green IT Genesis est très proche en fait. Donc, aux alentours de 2 grammes en moyenne. Et l'analyse de cycle de vie est quasiment aux alentours de 2 grammes. Là où Castor, Website Carbon et Frugger sont vraiment sur des valeurs bien plus basses. Green Tracker, par contre, on a vu qu'il dépassait énormément, donc qui lui est aux alentours de 12 grammes. Donc voilà, là aussi on a les valeurs min et les valeurs max. Voilà, intéressant. Et donc notre champion, notre coup de cœur reste Green IT Genesis, devant Castor et Frugger, en termes de pourcentage de réussite d'analyse, mais également de valeur moyenne par rapport à notre étude, notre benchmark et notre valeur de référence qui est l'ACV. Donc, maintenant, on va analyser ce qu'on a identifié de bien en fait, dans ces outils. On ne va pas pointer du doigt leur côté négatif, parce qu'en fait, ils sont plutôt en train de mûrir, de se développer, mais plutôt pointer ce qui marche bien dans les uns et dans les autres, et du coup, peut-être donner des idées de contribution. Donc là, ce qu'on a trouvé d'intéressant, en tout cas pour le Green IT Analysis, c'est que la synthèse des métriques de la page, donc le nombre de requêtes, la taille de page, la taille du DOM, comme le disait Raphaël, c'est hyper pertinent pour du coup, aider à l'audit. C'est 3 valeurs en fait, qui vont nous permettre, au moment de démarrer l'audit, de comparer à des médianes mondiales et d'identifier où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on est vraiment au-dessus des valeurs médianes mondiales ou est-ce qu'on est clairement en dessous et plutôt bien éco-conçu. Donc c'est vraiment la synthèse qui est déjà le plus pertinent pour pouvoir arriver à trouver les premiers leviers d'éco-conception. Ensuite, les 24 bonnes pratiques très concrètes qui sont issues des 115 bonnes pratiques, le référentiel du collectif. C'est des recommandations qui sont détectées de manière automatique
et clairement, elles sont pertinentes. Et on va voir factuellement comment, en fait, et pourquoi. Et il y a surtout 7 recommandations qui sont exclusives à Green Genesis. En fait, on ne va pas les retrouver ailleurs, ou si on les retrouve, elles sont clairement mal implémentées et ça ne fonctionne pas bien. Alors que là, ça fonctionne bien. Donc là, on va comparer par exemple Green Genesis versus Castor. Sur Amazon, on a fait une petite étude comme ça, un audit, et on voit que 56 images sont à retailler, détectées par Green Genesis, alors que sur Castor, il n'en détecte qu'une. Voilà, donc Castor, il y a plein de bonnes choses à prendre, mais en tout cas, sur la pertinence de l'analyse, on l'a trouvé un peu plus léger, et en tout cas, dans ce que nous apporte Green Genesis, ça correspond complètement à ce que nous sort en fait, le moteur de rendu et l'analyse fait avec les DevTools. Ensuite, toujours dans l'analyse et la comparaison de Green Genesis et de Castor, 302 requêtes identifiées sur Amazon pour la homepage, alors que Castor détecte que 63. Donc il y a un biais de mesure, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a reproduit à plusieurs reprises. Voilà. Par contre, dans Castor, on a trouvé des trucs assez géniaux. En fait, c'est déjà l'analyse d'un parcours, ce qui n'est pas le cas dans Green Genesis. Il faut le faire chaque page par page, en fait. Donc c'est assez chronophage. Là, on peut lister la liste d'URL correspondant à une unité fonctionnelle, à un parcours métier, en fait. Et donc ça, c'est assez sympa pour auditer. Il y a également un dashboard, en fait. Donc ce dashboard, c'est assez intéressant pour avoir une vue assez synthétique, présentée au PO, au métier. Voilà, commencer à en parler, avant même de commencer à pointer des recommandations qui vont être techniques ou fonctionnelles. Et ensuite, il y a une synthèse des recommandations qui sont les plus prioritaires. Et ça également, c'est assez sympa, quand on est débutant, d'identifier les 3 premières qui vont avoir un gros levier et le moins d'efforts. Donc des quick wins. Voilà, donc les tops également dans Castor, c'est son IHM. Il y a des catégories, c'est bien classé, il y a 28 recommandations, il y en a même plus que dans Green Genesis. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont peut-être un peu moins bien implémentées et moins pertinentes. Il y a aussi des seuils de conformité, donc ça aide aussi à se situer en fait. Est-ce que la recommandation elle est bien, moins bien? Toutes les recommandations sont plus ou moins pertinentes en fait. Et là ensuite c'est à l'expert en fait en éco-conception, à l'équipe, d'être en capacité de se faire une idée en fait de ces recommandations. Donc si l'outil peut aider à ça, c'est mieux. Ensuite, il y a des répartitions des requêtes, ce qui n'est pas dans Green Genesis, ça c'est un petit peu manquant. Les temps d'exécution, tout ça on peut le retrouver dans Lighthouse par exemple. Donc c'est pour ça que complété par d'autres outils comme Lighthouse, ça peut être un bon combo en tout cas. Donc ce qu'on a aimé, voilà, dans Castor, c'est ces éléments-là. Et dans Frugger, outil qu'on a acheté en fait pour tester cette année. Donc on était en relation avec Digital for Better. Et puis donc ce qu'on a vraiment bien aimé, c'est le dashboard. Le dashboard est très sympa, c'est hyper facile de se repérer. On peut brancher les analytiques. Donc là, c'est le seul outil sur lequel on peut brancher des analytiques et identifier avec son crawler, je vais en parler juste après, il vient crawler plusieurs milliers de pages. On ne fait pas ça page par page, il fait ça en back-end. Et puis, ça permet, avec les analytiques, d'aller identifier les pages les plus impactantes et les plus consultées. Donc, ça permet tout de suite d'aller sur des gros leviers. Donc, sur le papier, ça a l'air génial. Le crawler, on a fait des audits avec un site e-commerce avec 3800 pages. On l'a laissé tourner et il nous fait des réponses. Bon, on gagne du temps. Il y a une synthèse des répartitions également qui est intéressante pour identifier est-ce que c'est plutôt le poids des images au global sur mon site qui pose problème ou est-ce que c'est la volumétrie de mes fichiers JS ou autre. Donc voilà, ça donne des pistes. Par contre, ce qu'on a moins aimé, c'est qu'il y a seulement 9 recommandations. Donc ça manque. C'est un petit peu dans la faiblesse où ils sont en train de s'améliorer. Il y a des tutos super intéressants. Et une belle catégorisation pour naviguer dans les recommandations. Par contre, seulement 9 recommandations, Green Genesis et Castor font pour le moment un peu mieux, en tout cas pour détecter et nous mettre sur la piste de bonnes recommandations. Donc voilà, l'analyse pour ces 3 outils. Ce qu'on a aimé dans d'autres outils comme Castor Green, sur Green Tracker, eh bien c'est le mix énergétique. Ça ne veut pas dire que c'est une mesure et une estimation à intégrer, parce que sinon ça va fausser un peu
et on ne va pas avoir un point de mesure qui va être constant, reproductible, mais plutôt utiliser ce mix énergétique pour sensibiliser à une relocalisation en France sur un mix énergétique peut-être moins carboné. Donc là, on a un exemple ici avec un data center en France, en Allemagne, pardon, et donc on a forcément un mix énergétique plus carboné qu'en France, et ça nous estime en fait eh bien, une relocalisation des data centers en France. Ça peut être un outil intéressant qui n'est présent actuellement que dans Green Tracker, mais on a vu en termes de mesure, on est très au-delà. Alors que la CV prenait en compte, hein, donc on est vraiment la localisation est prise en compte dans la CV. Autre axe d'amélioration, c'est une chose qu'on a vue et utilisée dans Web Page Test, une fonctionnalité qui fait appel à Cloudinary, qui vient optimiser, il vient crawler en fait l'ensemble des images d'une page. Et donc ça va lister toutes les images et vous proposez des améliorations, des optimisations dans différents formats et ça vous permet de les comparer. Donc en WebP, en AVIF, en SVG, est-ce que je garde mon SVG ou est-ce que je le transfère en WebP et voilà, il va vous donner en fait eh bien, sur l'ensemble des illustrations et des photos, des pourcentages d'optimisation et vous pouvez aller télécharger les images. Donc ça a l'air, en tout cas, c'est assez intéressant. Par contre, ça le fait en automatique. Vous pourrez toujours aller bien plus loin si vous le faites en manuel. Voilà, et ensuite, l'automatisation des outils front-end. Donc là, on a identifié Green IT Analysis, notre coup de cœur. Et maintenant, on va essayer d'identifier des outils qui vont permettre d'automatiser, de faciliter l'accès à l'éco-conception dans les équipes, éviter que ce soit une estimation manuelle, et plutôt que ce soit une estimation automatisée, qui va faire gagner du temps en fait. On lance ça en chaîne de CI/CD, on push, ça y est, on a le dashboard qui se met à jour, la liste de recommandations qui se met à jour, on identifie des régressions. Voilà. Donc on a identifié en tout cas EcoSonar, qui nous semble un bon challenger, parce qu'il intègre Green IT Analysis CLI, il intègre Lighthouse, il intègre W3C, Validator, et également EcoCode. Donc tout un tas de panels de recommandations, aussi bien de code avec EcoCode, des recommandations d'éco-conception et des recommandations de WebPerf, et également de la validation de qualité web. Donc il y a un beau panel d'outils, ça produit ensuite des dashboards. Tout ça, c'est intégré dans un SonarCube. L'installation, c'est en Docker, un coup de Docker Compose et hop, votre plateforme, elle est prête. Après, voilà, il y a en tout cas des petites faiblesses encore qu'on a détectées, comme par exemple, sur le dashboard, ça ne fonctionne pas si le dépôt de code n'est pas renseigné. Si on veut auditer un service dont on n'a pas la main, dont on n'a pas le code, on ne peut pas en fait. Ça ne va pas sortir les métriques, ça va vous sortir les recommandations uniquement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, le dashboard, il a l'air, en tout cas, il est synthétique, il correspond aux valeurs de Core Web Vital et de métriques de Green IT Analysis. Donc c'est très pertinent pour avoir le minimum vital pour pouvoir auditer. Voilà les exemples de métriques Lighthouse. Et puis surtout l'historique, parce qu'on a dit c'est des outils de mesure instantanée qui se basent sur des moyennes. Et donc l'idée, c'est de voir justement ces estimations, si on est plutôt dans l'amélioration ou dans la dégradation. Et donc identifier justement dans l'historique si on est en train d'améliorer le service ou on est en train de le dégrader. Donc voilà, l'historique, ça c'est hyper pertinent, qu'on n'a pas du coup dans Green IT Analysis de base, en mode manuel. Là, avec EcoSonar, ça apparaît et c'est vraiment intéressant. Des recommandations également, une liste de recommandations classées, catégorisées, priorisées par niveau, A, B, C, D, E, F, G. G étant les recommandations avec les plus gros leviers. Et donc, on a juste un problème, c'est sur le fait qu'il y a des petites différences à l'heure actuelle en comparant avec Green IT Analysis en mode manuel. L'équipe est en train de se restructurer, l'équipe qui maintient EcoSonar. Là, il n'y avait pas eu de commit depuis 3 mois. Voilà, il y a un changement de tech lead. Donc, il y a une montée de version qui est prévue. Il y a eu une mise à jour en 3.6 mardi soir, plus précisément. Et il y a une montée de version, en tout cas, qui est prévue de Green IT Analysis pour avoir les dernières recommandations. Et de synchro. Earth, un autre outil qu'on a détecté, qu'on a utilisé, qui se base uniquement par contre sur Lighthouse et Green IT Analysis.
il stocke les rapports en MySQL, et ensuite ça permet de sortir et à chaque push, à chaque événement d'analyse, en fait, va sortir un rapport dans Slack. Donc c'est intéressant, par contre c'est un peu buggé, il n'y a pas de commit depuis 8 mois, ça manque de contribution. En l'ayant testé, il y a des problèmes dès l'initialisation de la base de données, donc il faut faire des petites actions pour faire tomber l'outil en marche. Mais ça peut être intéressant pour des équipes qui n'ont pas accès à un SonarCube et qui ont un Slack. Bon, bah, ça peut être assez pertinent. Il y a aussi la possibilité, et c'est évoqué dans la documentation, mais clairement pas documenté, donc c'est possible d'exporter les données de MySQL, les rapports, pour les fournir sous un bon dashboard dans Grafana. Donc voilà les résultats. Résultats dans Slack, avec un channel Greenhat Analysis et un channel Lighthouse. Et il fournit ensuite toutes les métriques, plus les recommandations intéressantes. Ça peut être un moyen d'être notifié. Voilà, donc je te remercie. Voilà, donc pour les outils pour lesquels on a des captures et des études sur comment on les a utilisés, enfin, surtout chez Octo. Et du coup, maintenant, on va poursuivre le tour d'horizon. Maintenant qu'on a fait une partie front et un peu analyse statique par le back-end, le cloud. Donc, côté back, il y a deux outils qui reviennent souvent et qui sont des classiques, c'est Scaphandre et Power API, qui permettent d'estimer la consommation d'énergie de processus sur des machines, avec la même limitation qu'il faut avoir accès à la machine physique pour mettre l'agent qui va bien. Vous avez aussi Kepler, qui permet d'estimer la dépense en kilowattheure de vos pods et nodes sur Kubernetes. Donc c'est assez intéressant pour les architectures de ce type. Vous avez un outil, une API qui s'appelle Carbon Aware SDK. L'idée, c'est que ça serait plus intéressant de faire vos traitements au moment où votre électricité est issue de sources renouvelables, donc d'éolien, de photovoltaïque, par exemple, plutôt que de le faire quand c'est une électricité qui vient de centrale à charbon. Donc c'est ça l'idée, c'est de déplacer vos traitements selon l'heure de la journée, selon le mix électrique. C'est une approche qui est intéressante, mais pas dans tous les pays. Par exemple, en France, il y a très peu de différence entre les différentes heures de la journée au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez aussi dot limit. Déjà, on ne peut pas toujours appliquer cette méthode parce que les traitements ne peuvent pas forcément les déplacer à volonté. Et vous avez aussi une limite, par exemple, en Irlande, vous avez un tiers de l'électricité qui est utilisé par les centres informatiques. Ça sera le cas bientôt, d'après l'IEA. Donc si tout le monde fait ça, en fait, c'est problématique pour la grille. Pour les fournisseurs d'électricité, c'est un problème. Donc c'est une approche qui a ses limites, mais voilà, l'outil existe et je voulais vous le présenter et vous expliquer un petit peu les limites en question, du coup. Dans le cloud, donc il y a Kepler, mais qui est propre à Kubernetes. Vous avez aussi les consoles des fournisseurs, donc de Google, d'Amazon et de Microsoft. Donc vous avez une estimation de l'impact carbone des services que vous avez déployés. Là, la capture, c'est pas de triche, c'est la console de Zenica. Voilà. Et un outil qui est apparu avant, qui a été fait par ToughWorks, donc c'est la boîte de Martin Fowler, de Neil Ford, donc une ESN assez reconnue. Ils ont fait un outil qui s'appelle Cloud Carbon Footprint, qui va appeler les API de vos fournisseurs de cloud, appliquer une formule et estimer l'impact carbone de ce que vous avez déployé. J'ai une mention spéciale que j'ai rajoutée, un outil dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps, qui a été fait par quelqu'un de chez Publicis Sapient. Et en fait, l'idée, c'est une approche qui est assez différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Parce que jusqu'ici, ce qu'on a vu comme outil, c'est on déploie quelque chose qui regarde ce qui se passe au runtime et qui applique une formule et qui vous donne une estimation de l'impact. Là, l'approche, elle est très différente. On vous dit, on vous pose des questions. Enfin, à la base, c'est un notebook Jupyter, donc du Python, et vous tapez du code. Maintenant, il y a une interface graphique qui est sortie la semaine dernière. Et vous dites, je vais avoir 3 serveurs, mon parcours client, il y aura telle étape, telle étape, telle étape. J'aurai 1000 utilisateurs, vous lancez le code, et ça vous donne l'estimation de l'impact du service numérique. Donc ça, j'ai trouvé l'approche vraiment intéressante, parce que ça change complètement de perspective. Alors après, à voir à quel point, sur un vrai projet, j'ai pas encore testé, j'ai juste fait j'ai joué un petit peu avec le notebook. Après, à voir à quel point c'est pertinent par rapport à une ACV, il faudrait faire la comparaison. Mais en tout cas, l'approche est très intéressante.
Oui, donc on fait un petit appel à contribution parce qu'on a détecté des forces dans certains outils, des faiblesses également qui pourraient être complétées. En tout cas, un besoin de contribution assez majeur pour aider ces outils comme Greenity Analysis, EcoSonar, éventuellement Earth également, pour aider la communauté à avancer plus rapidement sur ces outils. Voilà. Donc, si ça vous dit. Sur EcoSonar, on n'a peut-être pas beaucoup parlé d'EcoCode. Oui. On a parlé effectivement de l'automatisation de Greenity Analysis et de Lighthouse, etc. Mais en fait, EcoSonar se base aussi sur un outil qui s'appelle EcoCode et qui va faire de l'analyse statique. Donc il va regarder votre code source et chercher les choses qui peuvent être améliorées et qui vont dans le sens de moins de dépenses de ressources. Donc cette partie-là, c'est logique que les développeurs pensent à faire ça, puisqu'on a l'analyse statique pour plein de choses. Ça a ses limites, parce que l'éco-conception, c'est d'abord de la conception. Donc c'est surtout en pensant à vos fonctionnalités, à votre architecture technique que vous allez avoir une différence à la fin. Donc il y a des règles qui sont intéressantes. Donc il y a des plugins pour Java, pour JavaScript, pour PHP, pour Python. Il y a des règles qui sont intéressantes. Par exemple sur la copie de fichiers, sur les expressions régulières, ce genre de choses. Il y en a qui le sont moins. Donc à la configuration du plugin, il faudra faire attention d'enlever les choses qui sont un petit peu epsilonesques et de garder les trucs les plus pertinents. Donc voilà, l'analyse statique a ses limites dans ce cadre-là. Par contre, il y a une version pour iOS et Android, et a priori, là, les règles, alors, je ne suis pas développeur mobile, mais de ce que j'ai vu, les règles parlent vraiment sur est-ce que vous avez bien pensé arrêter d'utiliser votre accéléromètre, votre Bluetooth, et est-ce que vous ne dépensez pas plus de batterie que nécessaire. Et là, c'est vraiment... D'ailleurs, l'ensemble des règles d'EcoCode, c'est devenu le référentiel de bonnes pratiques mobiles de Greenity. C'est le même référentiel, les règles d'EcoCode et le référentiel AirMob chez Greenity. Ouais, c'est très axé mobile, ouais, c'est clair, sur du Kotlin. Okay. Bah, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.